Honnêtement, quand j'ai entendu parler du spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, j'avais pas vraiment envie de le regarder. Je suis sans doute comme beaucoup de personnes qui ont été dégoûtées par la fin de Game of Thrones et qui n'avaient pas envie d'être hypées pour ensuite être juste déçues. Sauf que, évidemment, quand les premières images sont sorties sur les réseaux sociaux, j'ai ressenti un petit fond de curiosité et je me suis dit que finalement, j'irais bien jeter un coup d'œil à cette série. Peut-être que House of the Dragon aurait pu me faire ressentir le même enthousiasme que Game of Thrones. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise série en soi, mais le fait est que c'est difficile de regarder House of the Dragon sans la comparer à Game of Thrones. Et en plus, comme j'aime me faire souffrir, je regarde les épisodes de House of the Dragon au fur et à mesure, donc un par semaine, et entre-temps, pour patienter d'un épisode à l'autre, je re-regarde les vieux épisodes de Game of Thrones. Donc j'ai la différence entre ces deux séries qui me saute aux yeux et c'est vraiment évident quand on regarde les deux en parallèle. Ce qui fait que je peux vous proposer une petite analyse de la différence entre Game of Thrones et son spin-off et vous expliquer pourquoi je trouve que House of the Dragon n'a vraiment pas les mêmes qualités. J'ai pris des notes. Le premier point avec lequel je peux illustrer ces différences entre Game of Thrones et House of the Dragon, c'est le seul véritable passage qui m'a donné dans le spin-off les mêmes vibes que dans Game of Thrones. Et c'est pas du tout un passage important de l'intrigue, parce qu'en fait il suffit pas de faire du trash pour que ce soit impressionnant. C'est le moment où Rhaenyra est face à ses prétendants et qu'elle ne sait pas lequel choisir parce qu'elle les trouve tous nuls. Et en fait, il y a un jeune homme qui a l'air extrêmement maladroit, qui bégaye, qui ne sait pas trop ce qu'il raconte, qui a l'air de manquer de confiance en lui. Et tout le monde se moque de lui. On a un peu de la peine pour lui. Il se retrouve là parce que sa famille l'a sans doute forcé à aller demander la reine en mariage, enfin la future reine en mariage, alors que lui, il en a rien à faire et qu'il n'est pas à sa place, il est trop jeune. Bref, il est intimidé, tout le monde se moque de lui. Et il a l'air d'être réservé et il renvoie une image de faiblesse, de vulnérabilité, jusqu'au moment où il en a marre qu'on se moque de lui et où il dégaine son épée. Et là, on a une première surprise. Le personnage qu'on percevait comme faible est en fait très courageux et ce courage provoque un peu d'admiration chez nous. Et ça, c'est typique de Game of Thrones. On s'attend à quelque chose et en fait, il se passe tout le contraire. On croyait qu'on avait cerné un personnage et en fait, il ne se comporte pas du tout comme on le pensait. Donc ça, c'est déjà intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il va ensuite se battre contre l'adulte qui se moquait de lui. On a de la peine pour lui, on se dit ça y est, il va se faire dégommer. Sauf que il remporte le combat, il trucide le fameux prétendant moqueur, et on a un sentiment un petit peu de revanche, et de justice, quelque chose de satisfaisant. Et ça, c'est deux éléments qui sont vraiment à la base des grandes scènes marquantes de Game of Thrones. Il y a énormément de personnages à qui on a causé du tort et qui vont réussir à se venger, à reprendre le dessus sur leurs ennemis, et ça va nous donner une grande satisfaction en tant que spectateur. L'arc le plus emblématique de ce point de vue-là, c'est celui de Sansa, qui a été une victime terrible pendant des tas de saisons et qui ensuite se venge de ses ennemis et devient la reine du Nord. Mais ça, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve à plein de moments. Et de la même manière, ce côté un peu d'avoir des personnages qui se comportent d'une manière qu'on n'aurait pas pu anticiper, qui provoque de la surprise, avec plus de nuances et d'ambivalence dans les caractères, ça c'est aussi très typique de Game of Thrones. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans House of the Dragon. Souvent, on n'est pas très surpris en fait de ce qui se passe, des différents rebondissements, on aurait facilement pu les anticiper. Ce qui marche dans Game of Thrones, ce n'est pas de faire du trash. Le trash, c'est un exhausteur de goût. Mais si la mort de Oberyn, par exemple, dans Game of Thrones nous a marqué, ou si le Red Wedding est un des moments les plus inoubliables de la série, c'est pour d'autres raisons. C'est parce que ce sont des événements qui provoquent une forte surprise chez le spectateur, une émotion intense chez les personnages et qu'on ne s'y attendait pas. Et cet élément d'émotion des personnages est très intéressant. Par exemple, quand Ned Stark meurt, on voit petit à petit les réactions de chaque membre de sa famille. Arya fait des cauchemars quand elle pense à son père parce qu'elle a été témoin de sa mort. Sansa tombe dans les pommes pile sur le moment où Ned Stark meurt. Catelyn Stark et Robb vont dans la forêt pleurer à l'abri des regards et ensuite ils se jurent de venger la mort de Ned Stark.
Et c'est intéressant parce qu'on voit en fait la conflagration qu'a eu cet événement, l'effet qu'il a eu sur les personnages, et ça donne plus d'ampleur et plus de gravité à l'événement. Et puis ça montre la personnalité de chacun des personnages. À chaque fois qu'il se passe des choses, que ce soit des événements d'importance ou des petits rebondissements, on voit comment chaque personnage réagit face à la nouvelle de ce qui est arrivé, comment il l'interprète avec son propre système de valeurs. Et ça permet de rendre les personnages très réels, très crédibles, et donc par la suite attachants. Les personnages, c'est un des ingrédients du succès de Game of Thrones. Et pas seulement les personnages sympas pour qui on a de l'empathie. Les personnages comme Joffrey ou Ramsay Bolton, qui sont des personnages véritablement sadiques, qui nous indignent à chacune de leurs actions, et c'est des personnages qui provoquent beaucoup de colère et d'émotions fortes dans le public, et des personnages qu'on est très content de voir mourir. Et ça, en fait, c'est vachement bien, parce que le plus important, c'est de ne pas laisser le spectateur indifférent. Et puis je pense que parfois, il y a aussi un petit plaisir voyeur à être témoin des actions de personnages véritablement sadiques qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans un état de toute puissance, mais c'est une autre question. Les personnages de Theon et Jaime pourraient ressembler un peu à ces personnages-là qui sont très négatifs, parce qu'au début de leur arc narratif, ils sont chacun extrêmement égoïstes, cruels, ils n'hésitent pas à causer du tort à Bran Stark, d'ailleurs, tous les deux, pour satisfaire leurs propres intérêts. Mais on voit qu'ils ont à peu près tous les deux le même arc de rédemption. Ils sont mutilés, ils perdent leur statut social, ils sont faits prisonniers, ils sont dépouillés de leur humanité quasiment, ils souffrent, et puis ils sont protégés, défendus par des femmes avec qui ils vont créer des liens authentiques et sincères, pas vraiment sexuels, l'important c'est la loyauté et puis c'est les sentiments d'affection. Et c'est grâce à ces relations-là qu'ils vont réussir ensuite à regagner leur place d'origine, mais en étant modifiés. Ils ont perdu quelque chose, ils ont été amochés par la vie, mais ils ont gagné en humanité. Le spectateur a ressenti de l'empathie pour eux face au spectacle de leur souffrance. Et tout ça, ça fait que c'est des personnages qui évoluent, qui sont intéressants, et on peut considérer que à la fin, ils ont expier leurs fautes ou pas, on peut leur pardonner entre guillemets en tant que spectateur, mais la question n'est pas là. La question c'est que ça a été des personnages intéressants. Dans House of the Dragon, on ne trouve pas du tout ces choses-là. C'est difficile de savoir ce que veulent les personnages par exemple. Au tout début de Game of Thrones, on sait que Jon Snow veut arrêter d'être perçu comme un bâtard et qu'il veut devenir un héros, et c'est pour ça qu'il veut aller dans la garde de nuit. On voit que Arya ne veut pas être une dame de la noblesse comme les autres, que Sansa, au contraire, rêve d'être reine, de vivre une belle histoire d'amour dans une cour royale, etc., etc. Et au début de House of the Dragon, on ne sait pas vraiment ce que veut Rhaenyra, ni ce que veut Alicent. Est-ce que Alicent a vraiment envie d'être reine? Est-ce qu'elle a très envie de faire plaisir à son père? Est-ce qu'elle ne sait pas elle-même ce qu'elle veut? Et Rhaenyra, j'ai vu des interviews qui disaient que Rhaenyra ne voulait pas vraiment être reine, mais qu'elle voulait avoir l'affection de son père, mais c'est absolument pas clair. S'il faut deviner les intentions des personnages, leurs désirs, c'est qu'ils n'ont pas été assez développés. Et d'ailleurs, leur personnalité n'est pas non plus très développée. On aurait pu imaginer que Alicent devienne quelqu'un de cruel, de sadique, qu'elle déchaîne sa colère et soit tyrannique après la déception immense qu'elle a eue suite au mensonge de Rhaenyra et au départ de son père qui est forcé de quitter Port-Réal. Ses réactions sont toujours très mesurées et très tièdes. Elle ne pleure pas à l'écran, elle n'a pas de crise de colère, elle ne va pas accabler Rhaenyra, elle ne s'énerve pas vraiment très fort non plus contre son mari. Bref, elle contient ses émotions et du coup on ne sait pas trop ce qu'elle pense, on n'a pas trop d'empathie et elle n'a pas une personnalité très très marquée, à part qu'elle fait le dos rond. Ça ne la rend pas très attachante, il aurait fallu creuser. Et de la même façon, Rhaenyra, on sait assez peu de choses d'elle. Même Daemon, qui est censé être un personnage hors norme, qui manque de respect un petit peu aux convenances, etc. Comparé à Tyrion, il se comporte quand même vachement bien. Et on comprend pas vraiment ce que c'est ses souhaits en fait. Où est-ce qu'il va? Quels sont ses désirs dans la vie? Est-ce qu'il veut épouser Rhaenyra ou pas? C'est pas clair, selon les moments. On ne sait pas ce que les personnages ont dans la tête. Leurs réactions sont toujours très modérées, très contenues, assez tièdes. On a l'impression que
On a besoin que les personnages nous disent ce qu'ils ressentent parce qu'ils ne peuvent pas le jouer ou le manifester en acte. Et ça, c'est quelque chose qui rend l'histoire beaucoup moins intéressante. Tout comme le fait que, globalement, on peut assez facilement anticiper ce qui va se passer par la suite. Personnellement, j'ai pas eu de grosses surprises. Et le fait qu'il y ait des scènes trash, ça relève pas particulièrement le niveau. En tout cas, moi, ça me donne pas de l'attachement pour l'histoire. Et tout ça, ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui a fait le succès de Game of Thrones et qu'est-ce qui fait que House of the Dragon ne sera pas un succès générationnel comme la série qui l'a précédé. Il faut que le spectateur ressente des émotions fortes. Il faut le surprendre, il faut l'indigner, il faut lui donner un petit frisson d'horreur parfois face aux actions inhumaines des personnages. Il faut qu'il ressente de l'empathie envers les personnages positifs. Il faut qu'ils soient satisfaits quand ces derniers réussissent à prendre leur revanche après avoir souffert. Bref, il faut des personnages qui provoquent eux aussi des émotions. Si cette question de l'écriture d'un bon scénario et les analyses en général vous intéresse, je vous invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Je parle d'écriture parce que je suis moi-même autrice. Je raconte mon expérience sur Wattpad et mon aventure avec le monde de l'édition. Je donne des conseils d'écriture et je fais des analyses d'œuvres. Donc n'hésitez pas à vous abonner et si la question de Game of Thrones vous intéresse particulièrement, sachez que j'ai déjà fait une vidéo à propos de Daenerys et des héroïnes qui, à mes yeux, reproduisent un cliché horriblement sexiste, celle des femmes qui deviennent folles.